Donc demain on commence à 17h30. Il y aura deux accueils. Il y aura un accueil CNP, donc pour les participants internes, qui se fera au niveau du Red Jardin. Et il y aura un accueil pour les externes qui se fait au niveau de l'accueil classique, donc l'accueil par lequel vous êtes tous passés. Ça marche. Donc on vous expliquera très brièvement à l'accueil les 2-3 règles, notamment au niveau des gobelets, des goodies, des votes qu'il y aura. Voilà, il y aura vraiment 2-3 petites règles à respecter pour que tout l'événement se passe bien et pour qu'il n'y ait pas de petit accrochage pendant l'événement. Ensuite, on va manger très tôt, en fait. On va manger un peu à l'heure des poules, à 18h, à l'heure de la maison de retraite. Ça dépend comment on voit les choses. C'est pas de la soupe, non, voilà, c'est des choses assez faciles à manger, assez conviviales, pour qu'on mange debout, pour qu'on puisse échanger le temps d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Parce qu'on doit lancer l'événement à 18h45 pétante. Donc ça veut dire qu'à 18h45 on doit être là. Pourquoi? Parce que notre speaker qui est Damien Morin, vous savez, il n'y avait que les externes qui savaient jusqu'ici. Damien Morin qui est un entrepreneur parisien qui vient nous raconter son histoire demain, aura son train à 19h48. Donc on s'agence aussi en fonction d'eux. Donc on commencera le hackathon à 18h45 ici. Donc c'est Damien qui fera un petit mot pour lancer l'événement. Et ensuite très vite on va aller vers ce qu'on appelle pitch fire, donc les présentations initiales de 1 minute où chacun d'entre vous aura 1 minute, enfin les volontaires en tout cas, pour présenter son idée. Donc 1 minute c'est très court, vous avez déjà vu sur la plateforme d'idéation en interne qu'il y avait déjà des idées, des mises. D'ailleurs bravo parce que je crois qu'on a 16 ou 17 projets. On a eu une toute nouvelle je crois hier ou aujourd'hui, c'est d'ajouter. Enfin, il y a eu une idée très récemment, un des développeurs qui a mis une idée sur le GPA. Donc ça c'est tout récent, ça a à peine 2-3 jours. Donc voilà, en tout cas c'est pas mal 17 projets. Sachez qu'en tout cas, voilà, une personne égale une idée. Donc si vous êtes une personne qui a déjà posté 2 idées sur la plateforme d'idéation, il faudra choisir. Voilà, c'est le pur choix du hackathon, il faudra choisir quelle idée vous allez pitcher demain. Alors, 1 minute, c'est très court, je vous referai un brief demain, mais en 1 minute, en gros, ça va aller très vite. Ce que vous devez expliquer, c'est d'abord qui vous êtes. En à peine 10 secondes, même moins de 10 secondes. C'est par exemple, bonjour, je m'appelle François Jobert et je dirige une société d'événementiel. Comme ça, direct, on voit, ça vous calme. Alors, vous êtes 45 participants de la CNP, mais vous ne faites pas tous la même chose. C'est là où ça va être important. En fait, ce qui est important, c'est que très vite, on vous identifie en tant que personne, parce qu'ensuite, on va lier votre projet à votre personne. Et par exemple, si votre projet est sur l'assurance vie et vous ne travaillez pas du tout dans l'assurance vie, vous n'y connaissez rien du tout, ça va être important pour les gens qui vont vous écouter de se dire je vais me positionner ici parce que je vais pouvoir lui apporter ma compétence en assurance vie. Ou alors je vais rejoindre cette personne parce qu'elle est experte en assurance vie. Donc dites très vite ce que vous faites dans la vie. Si vous avez joué au ping-pong ou au baby-foot aussi, on accepte ce genre de remarques. Et ensuite, vous allez exposer le problème que vous avez identifié. Le problème que j'ai identifié, c'est ça. Ou alors, de manière un peu plus storytelling, à la manière du storytelling, c'est-à-dire vous pouvez interpeller le public qui n'a jamais eu dans la vie un moment envie de placer de l'argent pour ses enfants. Voilà une phrase d'accroche qui va pouvoir peut-être exposer le problème auquel vous adressez. Ça marche? Et ensuite, la deuxième partie, ça va être la solution, donc l'idée. On est vraiment sur l'idée. L'idée, en fait, ne vient pas tout de suite. C'est pas « bonjour, mon idée, c'est ça ». C'est trop brusque d'arriver comme ça. Faites vraiment cheminer ça en 1 minute pour qu'on capte très vite votre problématique et votre solution. Donc vous expliquez votre idée très brièvement. Là, vous n'aurez plus qu'à peine 25-30 secondes pour le faire. Donc vous expliquez votre idée et les personnes dont vous avez besoin pour réaliser en tout cas cette idée. Ça marche? Donc très vite, on fera ce brief demain, mais très vite ça va être bonjour, je m'appelle tatata, je fais tatata. Le problème que j'ai identifié, c'est ça. La solution que j'aimerais apporter, c'est ça. Et pour réaliser ce projet, j'ai besoin d'un graphiste, d'un expert en assurance vie, etc. N'hésitez pas. Dans les participants externes notamment, il y a des graphistes, il y a des gens qui ont des compétences très particulières. Donc ça va être aussi intéressant pour eux pour pouvoir se positionner ensuite sur votre projet. Ça marche là-dessus? Vous avez des questions un peu sur la structure d'un pitch de 1 minute?
Vous allez voir, l'exercice est extrêmement intéressant. Et là, vous pensiez que j'allais dire extrêmement difficile, c'est assez difficile en effet, mais c'est surtout super intéressant. Si vous n'avez jamais pitché en 1 minute et que vous avez envie, mais que vous êtes encore un petit moins parce que vous hésitez, et ben allez-y, franchement, lâchez les freins, c'est vraiment super chouette. Même si votre projet n'est pas choisi, il n'y a pas de souci là-dessus, l'expérience est là. Donc c'est vraiment intéressant de pitcher en 1 minute. Ce n'est pas que les personnes qui ont émis une idée sur la plateforme d'idéation qui peuvent pitcher. C'est pas ça. Là, c'est vraiment le côté jazzy. Du coup, si demain, en vous levant, en prenant vos biscottes au petit-déj, vous avez un éclair de génie, ou tout d'un coup vous dites « allez, j'y vais entre la poire et le café », eh bien, c'est parti, quoi. Allez-y. Donc ce n'est pas que les personnes qui ont émis des idées. Et si vraiment au dernier moment vous dites « ouais, puis moi j'ai envie d'y aller aussi », allez-y. Nous en tout cas, à What the Hack et avec l'équipe organisatrice, on vous mettra dans les meilleures conditions et on essaiera de mettre la meilleure atmosphère possible pour que tout le monde puisse profiter de ce moment. Ça marche? Ok? Alors, du coup, aujourd'hui, on va voir si la vidéo marche, et si elle ne marche pas, tant pis, il y aura quelques sous-titres. Ça va être un peu à la manière de The Artist. Aujourd'hui, cet atelier, c'est le dernier atelier, c'est le 3e. C'est le premier qu'on a ouvert aussi aux participants externes. Et du coup, alors tout le monde n'est pas là parce que chacun a son agenda. Dans les participants externes, on a des étudiants, des personnes qui sont aussi sur des horaires de travail. Donc tout le monde n'est pas là, mais on a quelques personnes externes. Ce dernier atelier, c'est le plus important parce qu'il va être dédié un peu plus aux outils et à la méthode hackathon. Il y a vraiment des outils et une méthodologie spécifique à adopter en hackathon pour aller plus vite, d'une part, et pour aborder l'événement avec une philosophie différente de ce qu'on se fait d'habitude. Cette philosophie-là, elle a pour nom, de manière générale, le Lean Startup. Est-ce que ça parle à quelqu'un, le Lean Startup? Ouais, vite fait, un petit peu. Elvis, c'est un habitué des événements, donc toi, ça doit te parler maintenant, peut-être. Le Lean Startup, en fait, c'est une méthode qui a été vraiment explorée par une personne qui s'appelle Eric Rice, qui est un Américain, qui a écrit un bouquin qui s'appelle le Lean Startup, il en a écrit 2 d'ailleurs. Et en fait, il a mis au point une méthode que les entrepreneurs vont utiliser pour faire évoluer leur boîte, pour créer leur projet, pour lancer leur startup. Et en fait, cette méthode, elle est à base d'itération. Est-ce que ça parle à quelqu'un, l'itération? Si je fais ça, comme ça. L'itération, en fait, c'est sans arrêt expérimenter, enfin, c'est sans arrêt, pardon, mettre en place, tester, puis reprendre à la source les retours. Et c'est sans arrêt, en fait, c'est du test and learn. C'est on teste et on apprend. Et on prend les retours. Et à chaque fois, on refait un produit. Et en fait, le Lean Startup, l'itération est à sa base. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, avant tout, alors là, j'ai fait un petit sommaire des outils qu'on va voir. Le Lean Startup, c'est en fait la transposition dans un cadre business, dans un cadre de développement d'un produit ou d'un service, de l'expérimentation scientifique. Alors, l'expérimentation scientifique, de manière simple, le Lean Startup, de manière simple, c'est une méthodologie de création d'un produit ou d'un service. Ok? Ça, méthodologie, produit, service, c'est ça. De manière un peu plus compliquée, c'est une méthodologie alliant l'approche expérimentale, scientifique, ce dont je viens de vous parler, et le design itératif, l'itération, le deuxième pan du Lean Startup. Autrement appelé méthode agile, dans le but d'optimiser le cycle de vie du produit ou du service. Et là, c'est complètement charabia, c'est un peu compliqué, donc du coup, on va se tenir un peu plus à la méthode simple. Le Lean Startup, c'est en fait la transposition de l'expérimentation scientifique et de l'itération dans la création d'un produit ou d'un service. L'approche scientifique expérimentale, on l'a tous vécue. Souvenez-vous de vos cours de physique-chimie du collège. On a tous fait des observations dans un Erlenmeyer, avec benzène, une éprouvette, un genre de choses. Donc on a tous fait des observations. On a tous émis des hypothèses sur quelque chose.
qui allait se passer, qui pouvait se passer, auquel on mettait un point d'interrogation à la fin. Et ensuite, on a tous fait des expériences. On a disséqué une grenouille en pensant que le foie de la grenouille était ici, et on s'est rendu compte qu'il n'y était pas. On s'est rendu compte peut-être que la grenouille n'avait pas de foie. On s'est peut-être rendu compte d'autres choses. Donc on a expérimenté. Et en fonction de cette expérimentation, on a confirmé ou non notre hypothèse. Et ensuite, on a émis d'autres hypothèses auxquelles on a ajouté d'autres expérimentations en vue de tirer en fait des conclusions. Donc en fait, la méthode expérimentale, elle est clairement sur du test and learn. Learn, c'est apprendre, test, c'est tester. Donc du coup, on va toujours pas prendre tout de suite de raccourcis. On va pas tenir pour acquis quelque chose qui est juste, qui se finit par un point d'interrogation. On va le tester et on va essayer de le valider. Et bien dans un hackathon, c'est exactement pareil. Si vous voulez gagner du temps, il ne faut pas hâtivement tirer des conclusions. Si vous voulez gagner du temps, il faut poser les bons problèmes et les valider très très vite. Parce qu'en fait, ici, vous allez tous arriver avec des suppositions. Vous allez tous arriver avec des hypothèses. Moi, j'ai pensé à ce produit-là pour résoudre ce projet-là, parce que je pense qu'il y a un vrai problème. Nos clients ont pas de restrictions, nos clients n'ont pas les bonnes informations, les millennials, les jeunes n'aiment pas l'assurance, etc. Tout ça, ce sont des hypothèses. Vraiment, ça va être important pour vous en fait, de les valider et de savoir en fait pourquoi les jeunes, par exemple, ne comprennent rien à l'assurance. Déjà, est-ce que c'est vrai? Les jeunes ne comprennent rien à l'assurance. Eh bien, il faut demander, il faut faire une petite étude de marché. Il faut aller demander à 3-4 personnes, même un peu plus, 15-20 personnes dans la rue qui ont en dessous de 20 ans, s'ils ont une assurance et pourquoi ils n'en ont pas. Et en fait, il faut toujours aller dans ce pourquoi. Et en allant tout le temps en profondeur dans ce pourquoi, vous allez réellement trouver où est votre problème et où est votre cœur de marché. Et vous allez tout doucement affiner tout votre projet. Et en affinant votre projet, il va devenir plus clair, plus limpide, et il va devenir tout simplement plus pertinent. Ok? Alors, comment est-ce qu'on fait en fait des hypothèses? On fait des hypothèses dans un hackathon avec un outil qui s'appelle le Business Model Canvas. Est-ce que ça parle à certains d'entre vous? Alors, on va voir si la vidéo marche. Ah, ok, c'est sur YouTube. Parfait. Alors, c'est une vidéo qui est en anglais avec des sous-titres en français. Là. Business model can be described with 9 basic building blocks: your customer segments, your value proposition for each segment, the channels to reach customers, customer relationships you establish, the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, the key partners, and the cost structure of the business model. But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the business model canvas, the tool that helps you map, discuss, design, and invent new business models. Let's briefly go through the 9 building blocks, starting with the customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. Channels describe through which touchpoints you're interacting with customers and delivering value. Customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. The revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver, and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. Key activities show which things you really need to be able to perform them. Partners show who can help you leverage your business model.
Since you won't own all key resources yourself, nor will you perform all key activities, then once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. So with the business model canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives. Donc du coup, ce qu'on vient de voir là, c'est en gros ce qu'est le business model Canvas. On ne nous explique pas dans cette présentation à quoi il sert exactement. On vous dit juste ce qu'il est. Donc en fait, le business model Canvas, comme vous avez vu, c'est une boîte. Donc ça se présente, vous en aurez tous demain dans vos équipes, ça se présente sous la forme d'un grand papier A3 et qui fait une forme de boîte avec 9 blocs. Donc ces 9 blocs, on vous les a expliqués. D'un côté, on a les clients, les segments de clientèle. On a au milieu, je vais parler des 3 blocs les plus importants, des 4 les plus importants. On a au milieu ce qu'on appelle la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est concrètement ce que vous faites, les grands bénéfices dont vous allez faire bénéficier vos utilisateurs et vos clients. Tout sur la gauche ou droite, ça dépend comment on se positionne, on va avoir les partenaires. Donc les partenaires clés que vous allez devoir contacter pour mettre en place votre projet. Et en bas, on va avoir tout ce qui touche votre business plan, c'est-à-dire les coûts que vous allez avoir et les revenus. Ça marche? Et en fait, ce business model Canvas, il sert qu'à une seule chose, c'est avoir une vue d'ensemble de votre business model. Votre business model, en fait, c'est pas seulement comment vous générez des revenus. Souvent, on pense, c'est quoi ton business model, comment tu fais de l'argent? C'est en effet une partie très importante, mais c'est pas que ça. C'est aussi qui sont vos clients et qui sont vos utilisateurs. Ici, qui est client de Facebook? Ah voilà, là j'ai une bonne question. On m'a dit, client, c'est-à-dire, en effet là vous levez tous la main parce qu'en fait je pense que vous êtes des utilisateurs de Facebook. Qui fait de la pub sur Facebook? Qui a déjà fait de la pub? Qui a payé Facebook pour faire de la pub? Ouais, oui, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Personne d'autre? Voilà. Donc vous, en fait, vous n'êtes que les utilisateurs de Facebook. Et vous n'êtes pas un client, c'est la personne qui va mettre de l'argent sur la table pour payer pour un service ou un produit. Un utilisateur va simplement utiliser le produit ou le service. Et parfois, c'est ce qu'on dit dans les nouveaux business models, parfois l'utilisateur est même changé en produit parce qu'on le monétise. Sur Facebook, sur WhatsApp, ce sont nous qui sommes monétisés. Parce qu'on va dire que chaque utilisateur égale par exemple 50 $. Quand WhatsApp a été acquis par Facebook il y a maintenant 4-5 ans, je ne me rappelle plus de la somme, mais en fait ils ont établi que chaque utilisateur valait tant d'argent. Du coup il y avait 500 millions d'utilisateurs, WhatsApp a été vendu je ne sais plus combien de milliards de $. C'est de la folie. On n'a plus de... Mon PC est bloqué. Non, c'est pas bloqué. Question de disque. Mais là, c'est bizarre. Je peux l'écouter. Alors. On peut retourner sur la vidéo? Okay. La vidéo, c'est là? Ouais. Celle que tu avais du business model, j'aimerais juste prendre là. Yes, je le veux juste à la fin. On va mettre la présentation dessus. C'est par le fond. Bon, du coup. Désolé pour ce petit incident technique. Ouais. C'est bizarre. C'est bon? Parfait. Donc le business model Canvas, ça marche de cette manière-là. Vous allez tous avoir demain un support A0 de cette taille-là. Un peu plus petit. Vous allez avoir tous des post-it et des feutres avec vous. Ce que vous faites, c'est que vous prenez un post-it, il ne faut pas écrire sur le business model Canvas, parce que je la récupère après, tout simplement. Et en fait, vous allez imposer des post-it sur vos supports à chaque fois pour le remplir.
Vous allez écrire à chaque fois quelque chose sur votre site qui vous pensez être les clients ou les utilisateurs, et vous allez remplir petit à petit comme ça. Vos sources de revenus, quelles sont-elles? Est-ce que vous prenez un coût, est-ce que vous prenez par exemple comme Airbnb, un pourcentage sur une transaction? Si c'est ça votre source de revenus, vous mettez ici, pourcentage sur transaction. Vos coûts, quels vont être? Ça va être quoi vos coûts, grosso modo? Vous allez avoir besoin de développer une application, vous allez avoir besoin de construire un produit directement. Il va falloir aller chercher de l'info sur ses composants, etc. et puis les noter. Ça marche? Donc c'est comme ça que vous allez remplir ce business model. Ce business model, en fait, souvent dans des hackathons, ce que je vois, c'est que les gens le remplissent d'entrée de jeu et après n'y touchent plus. En fait, le business model, il doit constamment évoluer pendant ce hackathon. C'est pas possible que vous trouviez le business model de vos rêves dès le début. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans cette philosophie d'itération et d'expérimentation et de test and learn. Donc en fait, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que vous devez vous dire que ce business model Canvas, c'est une boîte à hypothèses. C'est super important que tout ce qui est à l'intérieur, dans un premier temps, vont être en fait des hypothèses. Et vous allez devoir valider ces hypothèses. Donc si vous mettez que vos clients sont, je ne sais pas, par exemple, les personnes qui ont moins de 25 ans, vous mettez ça là. Très bien, c'est une hypothèse. Il va falloir vraiment aller voir si vos clients sont vraiment les personnes de moins de 25 ans. Est-ce qu'ils ont les revenus suffisants pour payer votre produit au prix auquel vous allez le mettre sur le marché? Est-ce qu'ils ont l'intérêt de votre proposition de valeur, c'est-à-dire de ce que vous faites? Donc tout ça, il va falloir le valider. Ne tenez rien pour acquis dans un premier temps dans ce business model. C'est pour ça que vous allez devoir vous creuser la tête, les ménages, vous allez devoir aller sur vos PC, regarder des études qui existent, regarder des chiffres, aller chercher des études, mais vous allez devoir aussi sortir, ce qu'on appelle le get out of the building. Vous allez devoir peut-être sortir, faire des études de marché de manière très rapidement, cahier en main, ou alors des études de marché sur le net en balançant un questionnaire sur Facebook, ce genre de choses, pour créer en fait de la donnée. Il y a toujours de l'information secondaire, de l'information déjà toute faite qu'on va réutiliser, mais il va falloir aussi créer de l'information primaire. Vous allez devoir aller clairement, parce que vous êtes sur des marchés peut-être qui sont nouveaux, vous êtes sur des produits qui n'existent pas encore, donc il n'y a pas suffisamment de données qui vont exister, donc c'est vous qui allez devoir la créer. Et donc en fait, cette phase, c'est ce qu'on appelle la validation. Une fois que vous avez mis vos hypothèses sur le business model Canvas, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle la phase de validation. Et elle est hyper importante, cette phase. Pourquoi elle est hyper importante? Parce que, comme le business model, elle fait partie des critères de jury. Et en plus, c'est celle qui va donner la légitimité à votre produit et à votre marché. C'est celle qui va dire tout ce qu'on est en train de dire là maintenant, dans notre pitch final, imaginez-vous vendredi, c'est vrai, c'est véridique parce qu'on l'a vérifié. Et c'est pas seulement une idée à laquelle on a pensé sur notre coin de table, enfermé dans notre bureau, dans le noir. Non, non. Un entrepreneur, quelqu'un qui crée un projet, qui développe un produit, un service, c'est pas quelqu'un qui a une idée de génie en se levant le matin et qui va rester tout seul à bosser comme ça. Non, non, Elon Musk, il n'a pas bossé tout seul sur la Tesla ou sur SpaceX. C'est un entrepreneur, quelqu'un qui va sur son marché, qui se déplace, qui va sur le terrain et qui tâtonne sans arrêt, qui teste des choses et si elle ne marche pas, qui teste autre chose. Et si elle marche, qui va comprendre pourquoi elle marche et si elle ne marche pas, qui va comprendre pourquoi elle ne marche pas. Ça marche? Donc la validation, c'est comprendre pourquoi. On dit souvent qu'il faut qu'on vous pose 5 fois la question pourquoi et que vous y répondiez bien pour qu'on soit sûr de ce que vous dites. Faites le test un jour avec vos enfants notamment, si vous en avez, c'est assez marrant, de toujours demander pourquoi. Quand on a une idée en tête et qu'on est sur sa position, de demander pourquoi, et ensuite pourquoi tu penses ça, et pourquoi jusqu'à la 5e fois, ça peut rendre les gens fous, mais c'est aussi, on va au cœur des idées, et on va vraiment sur cette validation. Et en fait, vous allez voir, très vite, il va falloir qu'en fait, vous validiez votre problème. Juste le problème. C'est même pas la solution, là. C'est est-ce que l'intérêt, le besoin que vous avez identifié au début, il est là. Et s'il n'est pas là, où est-ce qu'il est? Et en fait, c'est à ce moment-là, dans la validation, qu'on va avoir ce qu'on appelle les premiers pivots. Des pivots, c'est un moment où on se rend compte que ce qu'on est en train de faire, ça ne va pas marcher. Ce qu'on est en train de faire, c'est pas l'adapter, c'est pas pour le bon client, c'est pas le bon produit. Et en fait, on voit très vite qu'on arrive un peu dans le mur et qu'il n'y a pas de débouché possible.
Donc ce qu'on doit faire, c'est pivoter. Il y a des pivots plus ou moins larges, c'est-à-dire qu'on peut pivoter légèrement, on peut changer sa cible, on peut changer la grande caractéristique de son produit, ou alors on peut pivoter complètement, et on part dans un autre sens. Je vous donne une petite anecdote à ce sujet-là. Les post-it. Vous savez comment ça a été inventé, les post-it? Ce truc qu'on décolle, on colle, on décolle, on colle, on colle, on colle. En fait, c'est des scientifiques qui voulaient tout simplement créer la colle la plus puissante jamais créée. Une genre de super glue avant là, quelque chose d'ultra résistant. Ils ont foiré leur recette et en fait, ils ont créé une colle un peu visqueuse, bizarre, mais qui avait cette vertu qui pouvait se décoller et se décoller sur à peu près n'importe quoi. Et en fait, ils n'ont pas tout simplement mis leur schéma, leur recette chimique à la poubelle, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on en fait en fait? On n'a pas créé ce qu'on voulait à la base, notre hypothèse n'a pas marché, mais c'est pas grave. Comment est-ce qu'on s'adapte et qu'est-ce qu'on en fait? Et bien ça peut être en fait une utilité. On va pivoter. On va se dire que notre produit, c'est plus exactement la colle super forte, mais notre produit, ça va être une colle qui permet de s'adapter en se décollant et en se collant. Tout le temps. Et c'est comme ça que les post-it ont ensuite utilisé cette technologie. Pouvoir se décoller et se coller. Ça marche? Donc en fait, dans la validation, dans cette étape de validation, il va falloir aussi se laisser guider par des choses inattendues. Alors je sais que vous travaillez dans l'assurance et que vous n'aimez pas trop les inattendus. J'ai expérimenté ça aussi. Mais vraiment, dans un hackathon, il faut s'ouvrir à la découverte. Vous êtes un peu des explorateurs d'un marché, d'un produit, d'un service, de quelque chose qui n'existe pas. Alors si vous restez campé sur des positions et vous restez avec votre idée en tête, ça ne va pas marcher. Il va vraiment falloir que vous ouvriez et que vous ouvriez tout simplement à la découverte de ce produit, de ce marché et de ce que vous voulez en faire. Ça marche? Donc du coup, validez votre projet, validez votre problème. Une manière de valider son projet, c'est tout simplement d'aller parler avec les potentiels clients et potentiels utilisateurs. Comme je disais tout à l'heure, si c'est des moins de 25 ans, il faut discuter avec les moins de 25 ans. Vous ne pouvez pas faire un produit ou un service destiné à un public que vous ne connaissez pas, à qui vous n'avez jamais adressé la parole. Ça ne marche tout simplement pas. Ça marche dans des très grandes entreprises parce qu'on n'est pas directement en lien avec les clients. Mais quand on crée un projet, il faut aller sur le terrain. Et une dernière chose, c'est ne pitchez pas votre idée. Ne présentez pas votre idée. Vous êtes des explorateurs torche à la main, clairement, c'est plutôt comme ça une torche. Torche à la main. Si vous arrivez devant les gens en disant « Alors moi, mon idée, en fait, c'est de créer une plateforme directement, t'en penses quoi? C'est bien ?» vous allez fausser complètement vos enquêtes, votre recherche. Tous les gens, toutes les personnes vont dire « Ah ouais, c'est sympa, j'aime bien. » Parce que c'est pas parce qu'ils se sentent agressés, c'est tout simplement parce qu'ils sont déjà projetés en fait. Vous les avez trop guidés. Alors que si vous allez vers des personnes, on continue cet exemple des moins de 25 ans, et vous leur dites est-ce que vous avez une assurance? Question super large. Oui, non. Oui, vous avez une assurance. Quel type d'assurance? Eh bien, j'ai une assurance vie. Ah, est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez souscrit à cette assurance vie? Il faut des questions très larges. Il faut des questions qui appellent à raconter des histoires. Parce que ce que vous voulez en tant qu'explorateur, c'est écouter des histoires. Parce qu'à un moment, vous allez vous rendre compte qu'il y a des histoires qui sont à peu près les mêmes, qui ont des dénominateurs communs. Et c'est dans ce dénominateur commun que vous allez trouver votre problème clé. Et c'est là que vous allez trouver, en fait, où est-ce qu'il faut que vous appuyiez pour qu'il y ait un résultat concret et qu'il y ait un résultat, en fait, en adéquation avec le marché et la réalité du marché. Donc laissez les gens vous raconter des histoires, vous raconter leur expérience avec l'assurance, avec des produits ou des services divers, et en fait écoutez-les tout simplement. Donc des questions larges et vous affinez petit à petit. C'est qui t'a pris ton assurance? Ah, c'est mes parents. Ah oui, ils l'ont pris à quel âge? Bah, ils l'ont pris quand j'ai eu 15 ans parce qu'ils se sont rendus compte que j'allais sûrement faire des études supérieures. Ah oui, d'accord, donc comment est-ce qu'ils alimentent cette assurance, etc. Donc, avec plein de questions comme ça, vous allez rester très large et vous allez tout doucement resserrer votre étau pour arriver à la validation de ce projet. Ça marche? C'est pas trop technique ce que je vous dis? Non? Alors il y a des mots, hein. Business model canvas, pivot, itération, etc. C'est des mots qui sont nouveaux pour vous. Mais dites-vous que le business model canvas est un outil. La validation, l'itération, l'approche expérimentale, c'est une méthode.
C'est vraiment la philosophie dans laquelle vous devez être. Et si vous ne devez retenir qu'une seule chose, c'est qu'il faut être très très ouvert d'esprit, à l'écoute de son marché. Ça marche? Mais vraiment, demain, enfin, pas dès demain, parce que dès demain, on sera surtout dans la problématique et la connaissance des équipes, mais le jeudi, moi je vais vous pousser, ça va être mon objectif avec les coachs, je vais vous pousser à vraiment valider votre problème. À un moment, je vais peut-être arriver dans des équipes et vous dire, bah, ça c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux. Donc il faut trouver si c'est vrai ou faux. Et pour ça, bah, il faut peut-être sortir dans la rue, faire une étude de marché très très vite. Et c'est comme ça que vous allez arriver vendredi dans votre pitch avec des chiffres qui parlent et avec des choses qui sont prouvées en fait. Et ça va valoir de l'or devant un jury. Si vous dites quelque chose qui est validé, et vous avez la preuve que c'est validé, c'est banco, quoi. La validation, c'est une des choses les plus importantes dans un pitch. Alors, la personne qui en parle le mieux de cette validation, c'est un professeur américain qui s'appelle Steve Blank, qui est un gourou des startups américains. Donc un gourou, ouais, tu peux mettre le son. Alors, est-ce qu'il y en a qui parlent une de ces langues? Personne n'a pas le même. Non? On va mettre anglais. Alors vous allez voir, la vidéo est en anglais, mais on va en regarder qu'un bout et je vais vous la traduire ensuite. Let's take a look at the first step, customer discovery. You're going to be living this for the next couple of weeks if you're doing this for real. Phase one is you state your hypotheses and you draw the business model canvas. And again, you put the canvas on the wall, you and your team get around and put up yellow stickies. Donc là, Steve Blank, qui est un professeur universitaire aux États-Unis, qui est vraiment un gourou de la méthode agile un peu et de la méthodologie qu'utilisent les startups, nous dit la première phase, c'est mettre ses hypothèses sur le mur. Il nous dit state your hypothesis. C'est prenez le business model canvas, prenez vos petits post-it là et vous mettez vos hypothèses sur le mur. Vous remplissez petit à petit votre business model canvas. Ça c'est la première étape. Ça c'est la première phase. La deuxième phase. The next step is you get out of the building. You're going to test the problem. You're going to test your understanding of the customer's problem or need, and you're going to figure out how to build the prototype. The next thing is... Et là, c'est ce dont on vient de parler. La deuxième phase, très vite, ça va être de tester. Cette deuxième phase, c'est tester le problème. Vous le faites, il le dit, get out of the building. Vous le faites en sortant, en allant découvrir votre marché sur le terrain, en passant des coups de fil, en envoyant des mails s'il le faut. Vous avez des ressources à la CNP, notamment des gens qui travaillent dans des services qui vont peut-être être intéressantes à utiliser. Il va falloir aller chercher de l'info ici, il va falloir épuiser cette info. Et tout ça, ça va être la journée du jeudi. Ça va être 3/4 de la journée du jeudi. Vous allez même pouvoir faire un petit prototype très vite fait, quelque chose sur PowerPoint, sur des slides, c'est quelque chose même plus graphiquement beau, on va dire, qui va vous permettre de tester en fait, tout simplement, si le problème existe. Ok, il y a plein de manières de tester un problème. Mais très vite, il va falloir qu'on se rende compte que ce que vous dites est réel sur votre marché. Ça marche? Alors, une fois que vous en êtes là, vous avez validé votre solution, vous allez pouvoir passer à ce qu'on appelle, enfin vous avez validé votre problème, vous allez pouvoir commencer à aller sur votre solution. Et pour aller sur votre solution, je rappuie sur le switch, oui, ça. Oui. Débranche, tu rebranches. Ouais, c'est bon. Et pour valider, pour aller dans la solution, vous allez devoir en fait construire ce qu'on appelle, et attention, autre terme technique, un MVP. Un MVP, ça veut dire Minimum Viable Product en anglais. En français, c'est ce qu'on appelle un produit minimum viable. Un PMV. Sauf qu'on ne dit pas PMV, on dit toujours MVP. Donc c'est pas un Most Valuable Player, attention pour les basketteurs, c'est un produit minimum viable. Et en fait, un produit minimum viable, c'est ce qu'on va vous demander pendant un hackathon. Parce que pendant un hackathon,
c'est une aberration de penser qu'on va créer un produit qui va marcher tout de suite et qu'on va pouvoir mettre en place le prochain week-end, la semaine d'après. Ça, il faut oublier ça. Et c'est, si vous avez suivi tous les ateliers que j'ai faits, on ne parle pas tellement de tout de suite créer de nouveaux produits, etc. On crée des projets. On crée des choses qui peuvent marcher. Tout ça, c'est en force, ça peut marcher. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on veut créer un produit ou un service viable. On veut avoir un embryon de quelque chose qui peut marcher dans le futur. Ça marche? Donc, en fait, pendant un hackathon, vous ne pouvez pas créer une fusée. Vous ne pouvez pas créer une voiture super, avec plein d'automatismes, etc. Mais ce que vous pouvez faire pendant un hackathon, c'est que vous pouvez créer un skateboard. Et un skateboard, ça va faire exactement le même travail que la fusée ou que votre Ferrari. Ça va vous emmener d'un point A à un point B. Sauf que ça va le faire avec beaucoup plus d'énergie que ce qui est demandé et ça va le faire avec beaucoup plus de temps. Sauf que votre skateboard, vous allez pouvoir le faire en une demi-journée. Alors que votre voiture, ce serait un an de travail. Et là, on est en hackathon. Et il faut clairement avoir cette vision de produit minimum viable. Vous n'allez pas pouvoir créer les produits finis que vous avez en tête, ou le service fini que vous avez en tête avec tous les petits détails. Je sais que dans votre tête, vous avez déjà des petits détails à vous dire « Ah, ça va être de cette couleur-ci, et puis ça va faire ça, et on va incorporer une... » ou un truc comme ça. En fait, si vous allez dans cette mouvance-là, vous n'allez pas pouvoir le faire et vous allez être très frustré. Parce que ici, on a des devs qui comprennent le code, etc., pour des applis, ce genre de choses, et on ne code pas comme ça. On ne code pas comme ça une appli, on ne fait pas comme ça une plateforme. Ça demande beaucoup de temps, ça demande du test, ça demande de comprendre des problèmes, ça demande de se confronter aux choses. Alors que si vous y allez vraiment en voyant votre produit comme qu'est-ce qu'il veut faire exactement, la première grande caractéristique, sa deuxième grande caractéristique, vous allez vous restreindre et vous allez pouvoir tester plus rapidement votre solution. Vous allez pouvoir faire un MVP plus rapidement. Un MVP, et alors là c'est très important, moi ça m'a pris du temps à comprendre, un produit minimum viable, ce n'est pas une plus petite version de votre prototype. Ce n'est pas une plus petite version de votre produit final. Si votre produit final est une application mobile ludique, sous forme de jeu par exemple, pour faire comprendre l'assurance aux plus jeunes, votre MVP ça ne doit pas être un mini-jeu. Votre MVP, ça doit être quelque chose qui va vous permettre de savoir si l'application ludique ou si les jeux sont intéressants pour vendre des produits d'assurance à des plus jeunes. Ça marche. Votre MVP, ça doit clairement être un raccourci pour savoir si votre produit va avoir une débouchée de clients. Ça, c'est assez difficile à comprendre. Alors, j'ai une petite vidéo pour vous expliquer cela. Pareil, c'est un entretien avec Steve Blank et un de ses étudiants qui est en train de construire un MVP. Pareil, le switch. On a le son. Alors pareil, la vidéo est en anglais, je ferai des pauses pour vous traduire ça de temps en temps. So one of the key ideas about customer development is after you understood problem, customer solution, and you're now testing your solution, you're doing it with a series of what are called minimum viable products. And think of minimum viable products as small experiments that you're running in front of customers to elicit responses about whether they like the features, whether they're the right customers, whether you have product market fit, eventually about whether you have pricing, etc. But you're trying to use these MVPs to get learning. And if you're an engineer, the concept of MVPs sometimes seems so simple to you, you get it wrong. Because an MVP is not a smaller version or a defeatured version of the big product. The key insight is that minimum viable product, or MVP, is a shortcut to learning. Let's see a great example of what happens when we get the MVP wrong. Donc en fait, Steve Blank dit de manière un peu plus
un peu plus détaillé ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un MVP, c'est très difficile pour notamment les ingénieurs à capter directement leur proposition de valeur. C'est quoi leur valeur? Un MVP, en fait, ça ne va pas être, comme je vous ai dit, un produit directement, une petite version de votre prototype ou de votre produit final. Un MVP, ça va être une série d'expériences. Ça va être une série de petites expériences pour valider, en fait, plein de parties de votre projet. Si vos clients sont les bons, si ce produit que vous avez imaginé, qui est un jeu vidéo, va leur plaire ou ne va pas leur plaire, ou qu'est-ce qui va leur plaire dans un jeu, est-ce qu'il doit être ludique, est-ce qu'il doit être sérieux, est-ce qu'il doit être, je sais pas moi, avec des personnages directement, avec des mini-monstres, voilà. Votre MVP, ça va être en fait des petites expériences qui vont vous permettre de dire notre produit final devrait être comme ça, notre prototype pardon, devrait être comme ça. Ça marche? Donc un MVP, c'est en fait le raccourci pour l'apprentissage. C'est le raccourci pour découvrir clairement ce que veulent les gens dans votre produit ou dans votre service. Et là, ça va être très intéressant. Steve Blank se retrouve avec un de ses étudiants qui est ingénieur et qui est en train de lui expliquer comment est-ce qu'il procède pour réaliser son MVP et comment il se plante. C'est très important de se planter. Hi, Steve. Thanks for taking this meeting. Oh, great to meet with you, Dan. So I'm working on a startup I'd like to tell you about. Sure. We're providing farmers with high precision imagery of their farmland so they can increase their yields on their farms. We're doing this by flying a drone with a hyperspectral camera over their farmland and giving them instantaneous feedback of what's really happening on the ground. Well, that's exciting. How do you know farmers even care whether you do this? So we've actually talked to hundreds of farmers and gotten You did what? We've talked to farmers. Wow. We really understand what they need and they're really excited about this product. So we think the next step is to build our first MVP and actually try it. Great. What's the MVP? We want to build one of the actual drones, put a hyperspectral camera on it, and run it for one farm. I see. And how much is this going to cost? So we need about $120,000 in seed. Donc en fait, son élève est en train de lui raconter son projet. Il lui dit, voilà, on a eu une idée avec des amis, on veut créer un drone qui va permettre à des fermiers, en fait des agriculteurs, de mieux gérer leur récolte. Donc c'est un drone qui va survoler un champ, comme ça, qui a une caméra, il dit high perspective, donc une caméra d'haute résolution, j'imagine, qui va permettre de savoir en fait comment se comporte sa récolte à certains endroits, parce que voilà, un champ c'est extrêmement grand, et on ne peut pas avoir les yeux sur le centre de son champ. Donc on ne sait pas si par exemple il faut qu'il y ait plus d'eau ici, et on va instantanément leur donner de la donnée. On va instantanément leur filer des infos qui disent pour améliorer votre récolte, votre parcelle, il va falloir arroser un peu plus ici, il va falloir faire attention là parce qu'il y a des taches jaunes sur une parcelle, ça peut être une maladie, et en fait c'est ça que va faire notre drone. En plus de ça, les fermiers sont super intéressés parce qu'on a parlé avec eux. On a validé qu'ils avaient un problème, on a validé en effet qu'ils avaient du mal à gérer des champs des hectares, et on a validé qu'un drone, un outil comme celui-ci, avait de la valeur pour eux parce que ce qu'ils veulent, c'est cette info. Ils veulent savoir si, à l'autre bout de leur champ, en effet, il y a des problèmes qu'ils ne peuvent pas voir directement. Donc tout ça, ça a de la valeur. Donc là, jusque-là, très bien, Steve Blank est même quand même surpris, il dit, vous avez parlé à des centaines de fermiers, c'est génial, très bien. C'est quoi votre MVP maintenant? Notre MVP, en fait, on veut faire le drone avec cette caméra équipée, etc. Et on veut faire une seule expérimentation. Donc on a besoin juste de faire un drone. Okay, de combien vous avez besoin pour faire ça? On a besoin de $120 000. Et là, en fait, ce gars-là, il est en train de se planter totalement. Et Steve Blank lui explique pourquoi. So Dan, it seems to me that you did everything right until an MVP. Didn't you just tell me that the thing the farmers care about is the data? Yeah, that's true. Did they care about whether it came from a drone or an airplane, or are you putting the camera on a stick running across their fields? No, they don't. So, if the data isn't what they need, do you have a business? No. So, don't you think the first thing you want to be testing is whether the data, regardless of how you put it together, is actually something that farmers would grab out of your hands, grab you by the collar and say, you're not leaving until I sign up for the service? Yes, you're right, yeah. So,
My belief is the mistake you're making is the mistake all great engineers make, is thinking that the MVP is a smaller and quicker version of the final product. I'll contend in this case you want to shortcut the traditional MVP process and actually figure out if you're testing what the core of your business model is. Product market fit is not about the drone. Product market fit is about a class of farmers with high value crops with data that you think that's actionable for them. I'm guessing on fertilizer and diseases, etc. I'd be trying to figure out how to do that quickly. Can you imagine how you do that? We could rent a plane and fly over their land with a camera. And you could do that in a day, couldn't you? Yeah, for a lot less than $120,000. You might want to consider that. Thanks. Et donc là, c'est le professeur qui enseigne une leçon à son élève et qui lui dit: tu as tout fait comme il fallait, la validation, imaginer le produit, parler à des fermiers, etc. Compris ce qui les intéressait. Sauf qu'en fait, ton MVP, tu es en train de le foirer. Ton MVP, tu es en train de faire l'erreur que fait tout ingénieur un petit peu méticuleux. Tu penses que le MVP, c'est une plus petite version de ton produit final. En fait, ce que tu es en train de me dire tout à l'heure, c'est que tu as remarqué que c'était la donnée qui allait intéresser en fait les fermiers. En fait, les fermiers, ils s'en foutent du drone, clairement. Ce qu'ils veulent, eux, c'est je veux l'info sur ma parcelle, sur mes parcelles, je veux savoir si en effet elles ont besoin d'être arrosées ici ou là. Je veux cette info. Et ce qu'on doit tester, c'est est-ce que cette info, c'est bien ce que veulent les fermiers? Parce que l'info, elle serait dans ce cas-là au cœur de notre business model. Et c'est à ce moment-là que les fermiers nous donneraient de l'argent, les agriculteurs nous diraient bah, je paye pour cette info. Mais en fait, on s'en fout que cette info elle vienne d'un drone ou d'une. Il dit si tu passes avec un bâton, même et une caméra accrochée à ton bâton, etc. On veut vraiment avoir l'info. Donc il veut dire en fait, tout simplement, tu n'as pas besoin de 100 000 $ pour construire un petit drone, qui est une plus petite version de ton produit. Tu as juste besoin, par exemple, de louer un avion, de louer une caméra à haute résolution, et puis de faire un petit tour d'avion avec un pilote au-dessus d'un champ avec la caméra et de faire ton boulot comme ça, avec en fait des ficelles et des briques, quoi, tout simplement. Et ensuite de dire, bah voilà, aux fermiers de venir avec le produit final, de dire voilà ce qu'on a vu sur votre champ, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous serez prêt à payer pour ça? Et en validant ça, si les fermiers disent bah oui, c'est exactement ce qu'il me faut, là j'ai les images, c'est clair, etc., je vous achète ces données. Et bien là, ensuite, on va avoir cette validation-là. Et ensuite, on va dire, ok, on a un business. Et on va pouvoir construire nos drones. Parce que tout ça va amorcer, ce qu'on appelle la traction d'un marché, va amorcer le fait que le problème, la solution, tout ça est bien validé. Steve Blank parle même de ce qu'on appelle Product Market Fit. Ça veut dire, le moment où votre produit ou votre service va rencontrer les nécessités de votre marché et va en fait s'emboîter dedans. C'est-à-dire qu'on va apporter de la valeur clairement avec notre produit et notre marché, avec notre produit et notre service sur notre marché. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir nos clients qui vont nous dire je paye pour ça parce que j'en ai besoin. Et ça a de la valeur pour moi. Ok? Ça marche? Donc du coup, le MVP, comme je le dis, et c'est un peu, moi ça m'a pris énormément de temps à comprendre à quoi ça marchait exactement dans un hackathon. C'est en fait prendre des raccourcis très vite. C'est pas tout de suite qu'il faut se lancer directement dans coder un prototype, etc. C'est bien comprendre ce qu'on doit faire. C'est faire de petites expériences. Ça marche? Donc une fois que vous avez votre MVP, un peu comme l'élève, eh bien vous allez pouvoir en fait le tester, tout simplement. Donc construire et tester votre MVP, intégrer les retours clients et être tout simplement tout le temps en itération. Vous allez tester votre MVP, vous allez voir des jeunes par exemple avec un espèce de prototype de jeu vidéo et voir leurs réactions et étudier leurs réactions en fonction de leur comportement, comment est-ce qu'ils se comportent avec ça. Votre MVP, ça peut être des planches de carton dessinées. Moi, vous verrez, demain, on aura un coach qui s'appelle Aurélien Monchambert, qui est un ami à moi, qui est un ancien associé, qui est en train de lancer sa start-up sur Paris. Il a travaillé 5 ans pour HP dans le secteur de l'éducation et il se lance aujourd'hui dans un outil de formation pour les salariés les plus fragiles au changement numérique, au changement technologique. Et une fois, je suis allé à une de ces soirées, ce qu'il appelle des soirées test, parce qu'il est en train, avec son développeur, de vraiment coder l'application. Et en fait, il y avait une vingtaine de personnes, et chacun d'entre nous, on est dans une pièce, une vingtaine de minutes,
et il avait des petites planches avec des faux téléphones d'imprimés, des planches sur un papier assez épais quand même. Et en fait, il y avait à chaque fois des boutons, etc. Et il me disait, bah voilà, je te mets ça devant toi, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, il était clairement en train de me tester, et en fait, il attendait de voir mon comportement. Donc là, j'appuie sur ce bouton-là, il me dit, ok, en fonction de ça, fais ça, et etc. Et comme ça, en fait, il a fait son MVP. Et il a essayé de voir ce qui m'intéressait moi, en fait. Où est-ce que j'allais aller? Est-ce que ce qui m'intéressait pour apprendre, pour en savoir plus, par exemple, sur l'assurance, c'était de regarder une vidéo, ou c'était de lire un article, ou c'était de voir des images, ou c'était de jouer à un jeu. Il voulait savoir ça. Donc en fait, comme ça, il a pu faire son expérience sur 20-25 personnes et il a pu en tirer des conclusions. Et c'est comme ça en fait qu'on fait un MVP. C'est toujours pour cette recherche d'information. Donc sans cesse, dans un hackathon, il faut tester. Il faut tester très rapidement parce que vous n'allez pas avoir le temps. Il faut tester très rapidement et il faut s'adapter. Pensez que vous êtes tout le temps en perpétuelle itération. Et c'est pour ça qu'un hackathon, ça demande du temps et de l'investissement. Et vous allez voir que vous allez passer par des émotions assez différentes parce que on croit très vite que tout est acquis et que tout va rouler. Et puis très vite, on va se heurter à des difficultés qu'il va falloir surpasser. Mais vraiment, faites-moi confiance, si vous jouez le jeu, vous allez sortir pendant l'histoire de cet événement avec plein de nouvelles choses en tête. Et vous n'allez pas, c'est pas du bourrage de crâne en plus, c'est vraiment des nouvelles choses, des nouvelles méthodes qui vont vous permettre ensuite, dans vos futurs projets, dans vos projets à la CNP, d'aborder les choses peut-être différemment et de réutiliser des outils comme le Business Model Canvas, comme la validation, comme le MVP à nouveau. Vraiment, ce hackathon et tous les hackathons que j'organise par ailleurs au Startup Weekend, c'est avant tout un moment où vous allez apprendre de nouvelles choses et rencontrer de nouvelles personnes. Ça marche? Le côté innovation, créer de nouveaux produits, etc. est aussi là, et aussi important, mais voyez vraiment cette méthode et ces outils comme des choses qui sont là pour vous et qui vont peut-être être dans votre futur d'un grand bénéfice. Et cet événement et tous les coachs qui en font partie et les parties prenantes sont briefés pour vraiment que ce soit la première chose qui ressorte dans ces 54 heures. Ça marche, on est à midi pile. Je pense que c'est tout pour moi. Il doit y avoir une slide qui dit merci. Voilà, donc c'est bien tout. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Je sais qu'il y avait beaucoup, comme je vous disais, d'outils, de nouveaux concepts. Je vais mettre cette présentation en ligne. Si vous voulez la revoir, allez-y. Si vous voulez revoir des vidéos, j'étais désolé, hein, c'était pas traduit en français. Les traductions françaises n'existent pas. Mais vraiment, dites-vous que c'est... voilà. Si vous devez retenir quelque chose, c'est ouvrez votre esprit et vous êtes un explorateur et qu'il va falloir que vous exploriez si votre produit va marcher, si le problème que vous êtes en train d'aborder est un vrai problème ou non. Ok? Ça marche? Pas d'autres questions? Bah écoutez, je vous dis du coup à demain, en forme. J'espère que vous êtes chaud. En tout cas, ça va être vraiment un chouette moment. On a déjà tout prévu. Je pense que ça va être très très sympa.